Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Prime Politique. À 2 mois du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, les candidats peinent à se positionner. Les populations attendent impatiemment les candidats désignés par les partis politiques. Mais il y a quelques audacieux qui se positionnent dans les starting blocks. Et parmi eux, il y a Fred Adriano Kwenou qui a déposé sa candidature pour être candidat du BR, son parti politique. Mais qu'est-ce qui a déclenché en lui cette ambition et quelles sont les chances pour son ambition d'aller jusqu'au bout et qu'est-ce qu'il propose aux Béninois pour pouvoir les appâter. Alors pour en discuter, nous avons avec nous ici le candidat à la candidature du bloc républicain, M. Kwenou, qui est déjà avec nous, qui nous a fait l'honneur de se déplacer pour venir répondre à nos questions. M. Kwenou, bonjour. Bonjour M. Folly et bonjour à tous les internautes, tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi. Merci. Vous avez déposé votre candidature au niveau de votre parti pour être porté candidat du bloc républicain à la présidentielle de 2026. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché en vous cette ambition de briguer la magistrature suprême du Bénin? C'est parce que je suis arrivé à la conclusion, après 10 années de gouvernance du président Patrice Talon, que notre pays a besoin d'un nouveau souffle. Vous savez, je propose un projet de redressement national dans la continuité de ce que le chef de l'État a fait pendant 10 ans. Vous savez, ces 10 dernières années, c'est indéniable, c'est évident pour chacun d'entre nous que nous avons travaillé à consolider l'État, à stabiliser les institutions. Mais ce renforcement de notre 5e République a usé les ressorts du pays. Ah oui? Oui. Vous savez, quand je parle de redressement national, cela sous-entend une société en crise. Mais ici, la crise ne signifie pas l'effondrement, mais elle signifie le point de basculement. Vous savez, aujourd'hui, on peut constater aisément que il y a dans notre pays, comme je le disais tantôt, comme certains ressorts qui se sont usés. Lesquels, par exemple? Vous pouvez noter, il y a une certaine fragilisation du lien social. On a l'impression que le pays est épuisé moralement, socialement essoufflé. Il y a une perte de confiance entre générations. Et donc, quand je parle de redressement, c'est beaucoup plus une transformation du peuple qu'une réparation des institutions. Puisque en une décennie de gouvernance, le président Talon a stabilisé ses institutions, a renforcé l'autorité de l'État, a donné du prestige à notre État et du respect à l'international. Aujourd'hui, il faut une transformation du peuple pour suivre le mouvement qui est mis en place. Alors, ma candidature, elle est une candidature qui veut donner un nouveau souffle. Parce que j'estime aussi qu'après 65 ans, nous avons certes travaillé à la consolidation des institutions, mais nous n'avons pas encore transformé un peuple qui puisse s'allier à ces institutions afin que le développement soit intégral et visible pour tous. Voilà le but de ma candidature. Alors, quand on veut redresser un pays, c'est qu'on a posé le diagnostic et on connaît les causes de cette fracture sociale. Alors, quelles sont, selon vous, les causes de cette fracture, de ce refroidissement du lien social? Mais écoutez, pendant longtemps, nous n'avions pas dû faire ce qu'il fallait faire. Pendant longtemps, notre pays n'a pas pu prendre les tournants qu'il fallait pour mettre la majorité de notre peuple dans des conditions décentes. Je veux parler des jeunes, je veux parler des femmes, et je veux parler aussi des anciens. Lorsque un pays a mis du temps avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup à faire, notamment au niveau de nos institutions. Parce que si l'État est fort, l'État pourra protéger chacun et donner des opportunités à chacun. La gouvernance du président Patrice Talon nous a permis de régler le premier pan du problème, le problème auquel nous étions confrontés.
Si notre pays n'a pas pu prendre les tournants qu'il fallait depuis 1960, c'est parce qu'on n'avait pas des institutions stables. Vous savez que la plupart de nos institutions sont gouvernées par des acteurs politiques. Et pendant longtemps, il fallait réformer le système partisan, il fallait revoir le fonctionnement de nos institutions pour les rendre plus crédibles, plus fortes. Cela a été fait. Maintenant, la fin de ce travail coïncide avec la fin du mandat présidentiel. À ce travail, il faudra arrimer maintenant une transformation populaire qui tienne compte des aspirations existentielles. Bref, une gouvernance plus humaine, une gouvernance plus sociale, une gouvernance de proximité qui soit à l'écoute. Parce que on ne peut pas aussi construire une nation sans écouter les différentes composants de la nation. Et donc aujourd'hui, je pense que l'heure est venue, en tout cas, c'est mon constat et c'est pourquoi je propose ce projet, un projet de proximité, un projet à l'écoute qui veuille arrimer à la rigueur et à la discipline que le chef de l'État a insufflé à notre pays, la proximité, l'écoute, la sensibilité, pour pouvoir construire ensemble les chemins de l'espérance. Est-ce que cela ne risque pas de conduire le chef de l'État à tomber dans le populisme qu'on a connu par le passé? Non, attention, nous devons faire une différence entre une vision de proximité avec le peuple et le populisme. Vous savez, le chef de l'État a travaillé à consolider une république forte, basée sur le respect de l'autorité de l'État et sur l'intégrité de l'État. Mais en même temps, il y a eu comme une fracture, il y a eu comme une distance qui a été créée entre les institutions et le peuple. De plus en plus, nos concitoyens font preuve de cran et d'abnégation, mais vous entendez aussi les mots de l'exaspération et de la résignation. Et vous comprenez que il y a comme des réflexes sombres, qui sont ces réflexes qui caractérisent les nations bloquées. La peur de l'autre, le repli sur soi, la peur du lendemain. Les Béninois sont inquiets pour eux-mêmes et pour l'avenir de leurs enfants. Se demandent de quoi demain sera fait. Ces réflexes sont des réflexes qui détruisent. Alors, si tout ce qui a été fait n'a pas été consolidé, ces réflexes finissent toujours par déboucher un jour ou l'autre sur la contestation populaire, qui est l'antichambre du chaos. Et donc, parce que je ne voudrais pas, parce que nous sommes dans un environnement international hostile, qui favorise le chaos dans nos pays. Et parce que je ne voudrais pas que mon pays, un jour, soit mis au banc de l'histoire, alors je propose à la suite de l'héritage que le chef de l'État est en train de laisser, de nous léguer, je propose qu'on puisse arrimer une vision du développement qui soit cohérente, qui puisse s'imbriquer, qui puisse s'entrelacer facilement dans ce que le chef de l'État nous a proposé ces 10 dernières années. Prenons-en maintenant à votre projet de société proprement dit. Vous avez parlé de la République, de la justice sociale, mais aussi de la compétence. Alors, comment arriverez-vous à concrétiser les notions de justice sociale, de compétence, pour que la République puisse demeurer République? La vision qui sous-tend mon projet de société est fondée sur 3 piliers. La République radicale. C'est une République telle que le chef de l'État nous l'a léguée. Une République de prestige, autorité de l'État, une République forte, une République qui défend l'intégrité du territoire, une République qui ne laisse pas impunis les fautes, une République qui exige que chacun puisse respecter et être soumise à la loi, qui est en fait l'autorité qui nous gère tous. Ensuite, cette vision repose sur une démocratie libérale. Vous savez, il ne peut pas avoir de république sans démocratie. Et la démocratie repose sur la liberté.
Mais à cette liberté, je vais associer l'autorité, le respect de l'autorité, et je vais associer la responsabilité. Vous savez, Saint John Pes a dit que la démocratie, plus que tout autre régime, exige le respect de l'autorité. L'autorité, ici, c'est l'État. C'est la République. C'est l'ordre républicain. C'est l'ordre fixé par la loi. Mais la liberté aussi. Cette capacité pour chacun d'entreprendre, de choisir sa vie, de choisir son métier, de l'exercer. Cette capacité aussi de s'exprimer sur tous les sujets, tout en étant responsable. C'est en cela que je pense à la démocratie libérale, à la souveraineté du peuple, à la possibilité pour le peuple d'intervenir désormais de façon plus visible et plus efficace dans la gouvernance et dans la gestion du pays. Le troisième pilier, c'est le volontarisme politique. Parce que sans une volonté, il n'y a pas possibilité de performance. Sans un État qui est volontaire, sans un État qui va au front, sans un État qui analyse, qui prévient et qui agit, qui prend des décisions en amont, il n'y a pas de possibilité d'accéder au développement. Tout ce pilier fait alors de la République le fondement, fait de la justice sociale la boussole et fait de la performance l'exigence. Il s'imbrique dans une vision qui est très simple, que dans un projet de société que nous avons appelé Point Bénin juste, fort et solidaire. Si le Bénin est juste, il va donner la justice à chacun de ses enfants, c'est-à-dire l'égalité des chances, dans l'éducation, la santé, la formation et la culture. Si le Bénin est fort, il va protéger chacun d'entre nous, protéger nos libertés, renforcer notre sécurité, mettre en place une justice efficace, réformer nos prisons pour protéger nos libertés. Et ensuite, si le Bénin est solidaire, il tendra la main à chacun de ses fils et à chacune de ses filles qui mettra un genou à terre. Ils trouveront dans ce Bénin, dans cette République, une main tendue pour les secourir et pour les aider à sortir de la difficulté. Voilà le projet que je propose et voilà la vision qui sous-tend ce projet. Est-ce que cette vision, ça rime avec la vision de votre parti, le Bloc républicain, qui a pour vision plus unie, plus fort pour développer le Bénin si j'ai bonne mémoire? Vous savez, le Bloc républicain élève d'abord les valeurs de liberté et ensuite élève les valeurs de travail et les valeurs de prospérité. Vous savez, comme je viens de le dire, il n'y a pas de république sans liberté. Il n'y a pas de république sans travail. Et le travail, vous savez, conduit à la prospérité. La prospérité, j'ai souvent considéré que ce n'est pas un vol. Être riche, être prospère, c'est un mérite. Et donc, quand on voit un parti comme le Bloc républicain, on voit qu'en amont de toutes ces valeurs réside une seule chose. Laquelle? Le travail, l'effort et le mérite. Et quand le Bloc républicain dit plus uni, plus fort pour construire l'avenir, cela s'entend que c'est une conception de la République qui défend l'unité nationale et l'intérêt général. Tout ce que je viens de dire est lié à l'unité nationale, le renforcement de la République est lié à l'intérêt général. Quand j'ai dit que la République sera le fondement, la République, c'est les valeurs. La République, c'est l'intérêt général, c'est l'unité nationale, c'est la laïcité, c'est le respect de la loi. Je suis dans la vision républicaine pure. Quand on parle du travail, je viens de dire qu'il faut que la République donne des chances égales à tout le monde. Ça commence par l'école, ça commence par la santé, ça commence par la justice, et ensuite le travail. Parce que la véritable dignité de l'homme, c'est le travail. Et aujourd'hui, je pense que le socle que le président de la République nous a laissé, et auquel le Bloc républicain, en tant que parti de gouvernance, a participé de façon efficace et efficiente ces dernières années, ce socle exige que nous puissions désormais avoir la vision républicaine, qui est celle qui veut célébrer le travail, qui veut célébrer la liberté. Cette conception, comme je l'ai dit, qui défend l'intérêt général et l'unité nationale, mais qui défend aussi l'ordre. Car si vous regardez chez nos concitoyens, il y a une demande d'ordre, une demande d'autorité, parce que une demande de respect de nos institutions. Parce que lorsqu'il n'y a plus de respect, les institutions ne tiennent pas. Mais il y a aussi cette conception qui veut défendre la vérité. Parce que notre pays ne s'en sortira pas avec des illusions et avec des demi-mesures.
Voilà pourquoi je propose un projet clair, net, qui fait des 10 années de gouvernance du président Talon le socle, pas une parenthèse de l'histoire, qui fait de ces 10 années un soubassement, un socle, mais maintenant un projet qui veut dialoguer, qui veut discuter avec toutes les composantes de la société, avec les jeunes, avec les femmes, avec les anciens, avec les corps intermédiaires, et dit maintenant, impliquez-vous dans la gestion du pays, dans la construction pour que nous puissions aller au développement. Vous parlez de la République radicale et cela fait appel aussi aux institutions fortes. Et vous parlez des réformes, de la réforme profonde des institutions, en commençant par la Cour constitutionnelle. Pourquoi un mandat unique de 9 ans? Un mandat unique de 9 ans parce que ces dernières années, ça remonte peut-être à 20 ans, on a senti que nos compatriotes ne faisaient plus confiance aux décisions de la Cour constitutionnelle tout le temps. Il y avait, certes, il y a le droit, il y a les notions du droit, qui ne sont pas des notions populaires, accessibles à tout le monde. Mais il y a des décisions que la Cour a prises et qui ont provoqué du rejet au niveau de nos compatriotes et de nos populations. Et nous avons besoin, dans une république forte, qu'il y ait la confiance entre institutions et population. Je disais tout à l'heure que vous lisez chez nos compatriotes, quand vous êtes à leur contact, une forme de résignation. Au cœur de cette résignation se trouvent aussi nos institutions. Et le niveau de défiance de nos concitoyens à l'égard de nos institutions aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé. Alors si nous n'arrivons pas à trouver le tremplin entre institutions et gouvernants, je crois que nous serons un pays qui est déjà au bord de la faillite. Ils vont faire 9 ans, ils vont tomber quand même dans ce qu'on appelle la proximité, la familiarité. Mais ils font déjà 10 ans, seulement que... Pas systématiquement. Mais la plupart d'entre eux, ils font souvent 10 ans parce que, seulement que, on dit au bout de 5 ans, ils reviennent. Et ils sont dans cette perspective. Ils sont beaucoup plus dans une forme de redevabilité par rapport à celui qui les a placés et dans la perspective de plaire à cette personne pour espérer revenir encore pour 5 ans. Mais quand nous allons leur donner, je parle du nouveau constitutionnel réformé, un mandat de 9 ans, avec une méthode de désignation différente. Puisque en amont, j'ai parlé de l'instauration d'un parlement bicaméral, dont j'ai parlé d'un Sénat constitué des représentants de nos territoires, de la diaspora et des couches sociales pour venir renforcer le Parlement actuel. Parce que oui, on a aussi le sentiment que nos compatriotes ne se reconnaissaient plus à travers les votes du Parlement. On a souvent fait le reproche à nos parlementaires de ne pas tenir compte toujours de la sensibilité du peuple, mais de beaucoup plus être regardant vers la sensibilité de leur parti politique ou des dirigeants de leur parti politique. N'est-ce pas la réforme du système partisan qui les a obligés à être fidèles, à être regardants vers leur parti politique? Non, la réforme du système partisan n'a enlevé l'intégrité à aucun élu, surtout pas aux parlementaires. Si des élus ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ne sont pas sûrs de leurs convictions, ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'Assemblée et qu'ils préfèrent jouer au larbin, je m'excuse, c'est à eux. Oh ben, ce sont eux qui prennent des positions ou des décisions qui font croire à nos populations. Maintenant, vous ne pouvez plus revenir 4 ans, 5 ans ou 3 ans plus tard pour être candidat parce que c'est le parti qui positionne les candidats. Voilà pourquoi je propose aussi en amont une réforme de nouveau au niveau du système partisan qui instaure les primaires, une réforme qui subordonne le financement public des partis politiques, non seulement désormais au nombre d'élus, mais aussi à une forme de démocratie à l'interne des partis politiques et à la contribution des jeunes et des femmes dans le fonctionnement quotidien de ces partis. Vous savez, c'est un ensemble. J'ai bien pris la peine. J'ai bien compris que, oui, il y a des élus qui sont forcément redevables à leur parti politique parce que, s'ils ne s'entendent pas avec les dirigeants, ils risquent de ne pas être positionnés. Voilà pourquoi je propose qu'on aille à une démocratie interne au niveau des partis politiques.
Une démocratie qui s'asseye sur des primaires, par exemple, pour la désignation des candidats à certaines élections. Une démocratie qui s'ouvre à travers l'implication réelle dans les décisions prises. Quand c'est comme cela, plus aucun élu ne craindra de ne pas faire les courbettes devant les dirigeants de son parti politique. Mais il comprendra que oui, il est dans le parti défend une conviction, une vision, une idéologie, un projet de société qui, pour être mis en œuvre, doit recueillir l'assentiment et doit rencontrer la vérité de nos concitoyens avant de devenir un projet viable. Et donc oui, j'ai pensé à toutes ces réformes. D'abord au niveau du parti, parce que si des partis nous disent, nous voulons la démocratie dans le pays, il faut que la démocratie commence d'abord par l'intérieur de ces partis. Donc oui, la démocratie dans les partis. C'est pour ça que je parle je parle des primaires citoyens organisés dans les partis. Je parle de la subordination du financement public des partis à l'implication des jeunes et des femmes dans les décisions quotidiennes du parti. Et ensuite, je parle d'un parlement bicaméral. Parce que même quand on a pris toute cette disposition, il n'est pas exclu qu'on puisse dire que nos représentants à l'Assemblée nationale jouent le jeu purement politique. Alors, il faut amener d'autres composantes du peuple. En créant un Sénat qui ait droit à une seconde lecture, comme le Parlement, qui ne soit pas juste une institution de figuration, mais qui soit une institution dont le vote aussi est nécessaire pour pouvoir promulguer les lois. Alors, à travers ce Sénat, nous aurons de nouveaux représentants, dont la diaspora, les représentants de nos territoires et de nos forces sociales, qui auront aussi un regard exclusivement populaire sur les lois, sur les décisions qui sont prises par notre Parlement. Cela induit qu'une nouvelle Cour constitutionnelle, désormais, sera constituée des membres désignés par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par le Président de la République, avec un mandat unique. Je vais loin. Je propose aussi une réforme de la HAC. Justement, j'en viens. Vous avez dit que vous allez instaurer une HAC d'accompagnement et non une HAC de régulation. Vous savez, ces dernières années, nous avons tous vu. Quand je dis ces dernières années, je remonte aussi loin que possible. Je remonte même à la gouvernance du président Boni. Okay. Même à la gouvernance du président Mathieu, on a vu des HAC qui ont suspendu des organes de presse, fermé des organes de presse, mettre, non seulement, on a l'impression qu'il y a une volonté de bâillonner la presse, une volonté de faire taire, mais aussi il y a comme une volonté de réduire à la misère les journalistes. Il y a la loi organique de la HAC qui donne le pouvoir conservatoire au président. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que je dis, toute loi est censée être appliquée dans un esprit. Lorsque les lois sont appliquées mécaniquement, alors à partir de cet instant, nous ne sommes plus dans la démocratie, nous ne sommes plus dans la République. Si la République, c'est la République des lois. La démocratie repose sur les lois, mais elle repose sur l'esprit des lois. Lorsque vous formez un organe de presse, vous mettez en chômage un père de famille, une mère de famille, vous hypothéquez l'avenir des enfants. Le coût pour la République est plus énorme. Le coût pour la République est essentiel. Entre le chômage, entre les familles qui sont désœuvrées, entre les enfants qui abandonnent l'école, entre un père qui paie jusqu'à sa dignité, qui commence par quémander, entre une femme qui n'en peut plus et qui prend des chemins indignes, je pense que il est important que notre République protège l'essentiel. Voilà pourquoi je vous parlais d'une gouvernance de proximité, plus proche du peuple, qui comprennent qu'il y a la loi, mais à côté de la loi, il y a aussi des sensibilités. On peut amener, et je ne dis pas que dans la presse, il n'y a pas de brebis galeuse. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais on peut amener, à travers une HAC réformée, à travers les instances fêtières, la presse et les journalistes à mieux faire leur travail. Tout en les protégeant, tout en les responsabilisant. Et s'il faut sanctionner, s'il faut taper, eh bien que ce ne soit pas des décisions de justice. Que des décisions de justice soient prises et que des juges ordonnent
Pourquoi pas le paiement d'amende pour ceux qui seraient en faute? Mais ne pas établir ou établir juste la culpabilité sur la base d'une appréciation d'un seul organe est fermé, je crois que nous pouvons mieux faire. Le Bénin, aujourd'hui, après 65 ans, après les 10 années de gestion du président Talon, mérite mieux. Vous voulez dépouiller la HAC de cette prérogative, alors? Non. Vous savez, il faut rentrer dans une dynamique de l'évolution du monde. Nous ne sommes pas seuls. Les instances de gestion ou de suivi de la presse existent partout dans le monde. Mais comment on fait? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre sans la presse? Est-ce qu'on peut vivre sans être informé? Est-ce que le monde peut-il fonctionner sans la presse, sans des journalistes, sans des gens qui fassent leur travail, le cœur et l'esprit tranquille, qui savent que oui, si je dérape, on me ramènera à l'ordre. Mais cela ne va pas forcément m'enlever mon gagne-pain. Priver ma famille de son revenu. Quand nous savons très bien que la plupart des pères et mères qui sont dans la presse sont les piliers de leur famille, petite famille comme grande famille, et qu'on en arrive là, je pense qu'on peut mieux faire. Et cela, franchement, ne mettra pas la République à genoux, que les organes de presse ne soient plus fermés. Mais quand les gens récidivent, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne mettent pas, comme vous le dites, la République à genoux? Je dis la justice va trancher. Parce que quand chacun enfreint quelque chose, il doit savoir qu'il enfreint une loi. Aujourd'hui, il y a un chevauchement entre la loi 2015 portant code de l'information et la loi 2017 portant code du numérique, et où les journalistes sont gardés à vue, jugés, privés de leur liberté. Voilà pourquoi je propose, à côté de la Cour constitutionnelle, l'instauration d'un haut conseil du renouveau démocratique. Justement, ce haut conseil du renouveau démocratique, cela retourne-t-il? Et quelles sont les garanties que vous avez que cela ne sera pas une institution de trop, comme des institutions budgétivores qu'on est en train d'observer? Ça ne sera pas une institution de trop, parce que ce sera une institution qui sera chargée de l'éthique et de veiller à ce que la démocratie soit respectée dans la prise des lois, dans la prise de décisions, dans la création de toute institution. Une institution que pourra saisir n'importe quel citoyen s'il estime que la démocratie n'a pas été respectée. S'il estime que le pouvoir abuse. La Cour constitutionnelle est là pour vérifier de la constitutionnalité des lois et proclamer les résultats des élections présidentielles et connaître de certains contentieux. Voilà. Mais dans le quotidien de la gestion, je pense qu'il nous faudra un haut conseil de renouveau démocratique pour pouvoir nous rappeler tous à l'ordre, pour jouer aussi un rôle de médiateur dans les décisions qui sont prises par les institutions. Nous avons un médiateur de la République, mais qui est beaucoup plus enclin à régler des conflits. Or, ici, je ne parle pas de conflits, je parle de la charte démocratique, je parle de la possibilité de s'assurer que telle décision qui est prise ne respecte pas la démocratie. Vous savez, la question fondamentale qu'on peut se poser, même quand un organe fait l'apologie, comme on le dit, de ce qui ne doit pas être, oui. Est-ce que fermer un organe de presse est démocratique? C'est ça toute la question. Est-ce que mettre un journaliste en prison est démocratique? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la République? Parce que, vous savez, la République, c'est nous tous. C'est notre intérêt commun. Est-ce que c'est dans l'intérêt commun du peuple béninois et de nos institutions que des organes soient fermés? Dans chaque décision qui est prise, il faut savoir à qui cela profite. Si on vous fait taire, à qui cela profite? Le peuple? Est-ce que le Bénin se porterait-il mieux? Toutes ces organes qui ont été fermés. Est-ce que le Bénin se porte mieux? En tout cas, on attendra de voir lorsque vous serez aux affaires, comment cela va se passer. Mais il y a aussi la fiscalité qui vous a intéressé dans votre projet de société. Vous avez parlé d'une fiscalité moderne et de la baisse des taxes. Alors que le Bénin est un pays essentiellement, à économie essentiellement fiscale. Mais comment pourriez-vous baisser les taxes et gouverner le pays? Mais attendez, je pars d'un principe simple. Je pars du principe que depuis plus de 30 ans, nous n'arrivons pas à régler une question fondamentale qui nous tient à la gorge, la question du chômage de la jeunesse. Le chômage de la jeunesse béninoise n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel.
C'est un problème structurel qui émane de notre modèle économique et social qui, ma foi, est un modèle non seulement antisocial, modèle élitiste. Et quand je prends le code fiscal, il n'incite pas à l'investissement. Et quand je prends l'administration en général, il y a la lourdeur administrative qui empêche les investissements et la création. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux rendre notre code fiscal plus incitatif à l'entrepreneuriat, à la création de l'emploi jeune et à l'investissement. Je veux créer un plan énergie pour l'emploi des jeunes à travers l'agriculture, à travers l'industrie légère, à travers le numérique, à travers l'entrepreneuriat et un accès massif des jeunes et des femmes au crédit. Mais pour le faire, vous savez, il faut revoir la fiscalité, notre fiscalité. Il faut la revoir pour qu'elle puisse profiter vraiment aux entrepreneurs, aux jeunes qui ont l'initiative, qui ont des initiatives crédibles. Aujourd'hui, notre fiscalité, elle est un peu opaque. Elle a tendance à surprotéger les grandes entreprises et à asphyxier les PME et les TPE. Bon, c'est la même fiscalité pour tout le monde. Oui, mais vous pensez qu'un jeune qui vient de commencer, vous pensez qu'il est normal qu'il paye une fiscalité égale à une entreprise qui a 15 ans, qui a 20 ans? Vous pensez? Ce serait de deux poids, deux mesures pour les Non, citoyens de même pays. non, ça ne serait pas deux poids, deux mesures, parce que ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas le même résultat et ce n'est pas les mêmes gains. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous voulons régler la question de l'emploi des jeunes, il faut que notre fiscalité devienne intelligente. Qu'elle récompense l'effort, qu'elle récompense le risque, mais qu'elle n'entrave pas, qu'elle n'enferme pas, qu'elle ne brise pas, qu'elle ne prive pas des chances de s'élever. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'informel dans notre pays depuis des années, qui créent, qui innovent, mais qui sont dans l'informel parce qu'ils n'ont pas confiance dans la fiscalité de leur pays, ou parce qu'ils ne comprennent pas son fonctionnement, parce qu'il ne se trouve personne pour le leur expliquer, parce qu'ils ont le sentiment que l'État n'est pas là pour les protéger, pour les aider, mais que l'État est là d'abord pour percevoir ses œuvres et pour les empêcher de se développer. Voilà pourquoi tout ça doit s'accompagner d'une réforme de l'administration. Vous savez, il faut mettre à bas la fiscalité confiscatoire, les normes imbéciles et les procédures étouffantes. Il faut arriver à une forme d'humanisme exigeante. L'homme, qui ne considère pas l'homme comme une chose, qui considère la vie comme une chance, qui considère l'épreuve comme une capacité de dépassement de soi, et ensuite qui considère le combat pour le Bénin comme le combat pour la libération de l'homme. Si nous ne faisons pas ça, il n'y a pas de possibilité. Et je ne m'attaque pas seulement à la fiscalité, je m'attaque aussi au code de travail. Je veux réformer le code de travail pour permettre que les jeunes qui aujourd'hui au XXIe siècle, un jeune béninois peut être à la fois livreur, peut être à la fois codeur, peut être à la fois commerçant. Il faut, et pourtant, notre code de travail ne les protège pas. Notre code de travail les livre à l'informel. Il faut pouvoir les ramener dans le giron pour pouvoir augmenter l'assiette. Vous savez, c'est une fausse politique, c'est une fausse vision économique. J'ai travaillé sur cet aspect avec mon équipe, c'est une fausse vision que de dire, si on réduit la fiscalité, l'État n'aura pas les moyens. C'est faux. Parce que si on réduit la fiscalité, il y aura plus de personnes qui étaient dans l'informel qui vont rentrer dans le formel. Ce n'est pas une garantie. Si, c'est une véritable garantie. Parce que qui veut rester dans l'informel, vous pensez? Qui se plaît dans l'informel? Où il n'est pas protégé, où il n'a aucune garantie, où il peut se faire doubler à tout moment. Moi, mon programme ne vient pas dans l'air. Mon programme est ancré dans le social. Mon programme vient d'un échange avec des primo-entrepreneurs, avec des jeunes entrepreneurs. Et l'équipe qui travaille sur la fiscalité et sur l'emploi, c'est une équipe constituée de jeunes compétents et talentueux qui réfléchissent sur ces questions. Alors, si jamais on ne fait pas cela, nous allons continuer de faire ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et qui n'a jamais marché. Or, moi, je propose la révolution du bon sens. La révolution du bon sens, mon cher ami,
c'est de faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Depuis 30 ans, on nous dit qu'on n'a pas de solution. Alors que c'est le modèle social. Il faut attaquer le code de travail. Il faut rendre notre fiscalité plus incitative. Il faut ouvrir les vannes pour les jeunes. Il faut les aider, il faut les accompagner. Ouvrir les vannes pour les jeunes, vous avez parlé de la création d'une caisse nationale de crédit jeune et d'un statut unique de l'entrepreneur. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé rapidement au FNPEJ, qui a été une vache à lait sous de tout ce... Attention, des programmes tels que le FNPEJ et autres, c'est vrai, ont eu des difficultés à être concrétisés. Mais ce n'est pas systématiquement que tout ce qui fait allusion à ça va avoir des difficultés. Si c'est bien géré, si c'est bien organisé, si c'est bien planifié, dans une vision rigoureuse, tout ça en amont est lié à quoi? Avant d'arriver à ce programme, j'ai parlé de la réforme administrative. J'ai parlé d'une administration réformée, soutenue par d'abord un gouvernement réduit à 21 ministères, avec une fiche quinquennale par secteur de ministère. Et lorsque c'est comme ça, chaque réforme est suivie. Parce que de l'administration dépendent les structures qui vont mettre en exécution la vision politique. Alors lorsque il n'y a pas de chevauchement de responsabilité, lorsque l'administration est réformée, les lourdeurs sont enlevées, la fiscalité confiscatoire est mise en bas, alors il n'y aura pas de difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va pas... Je ne suis pas bien placé pour parler du FNPEJ. Quoique j'ai été conseiller technique à l'emploi des jeunes en son temps. Bien sûr. Et donc ceux qui, peut-être vous les invitez. Mais je pense que toutes ces expériences m'ont servi de leçon. Et j'ai pu voir là où les autres se sont trompés, là où les gouvernements précédents ont pu faire des erreurs, pour dire voici la solution à apporter. Cette banque, pour les jeunes, on ne peut pas ne pas la créer si nous voulons que la jeunesse béninoise sorte de l'ornière. Parce que, quel est le problème fondamental des jeunes? C'est le manque d'accès au crédit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de distribuer l'argent de la République gratuitement, mais il s'agit que l'État se porte garant à travers cette banque pour les jeunes, pour que les projets bancables, crédibles soient faits. Et je ne veux pas d'intermédiaire, je ne veux pas de structure intermédiaire entre ces jeunes et cette banque. Je veux que ce soit direct. Mais en amont, nous allons offrir le suivi, le mentorat à ces jeunes pour les accompagner, pour les former, en les mettant dans une dynamique de suivi, évaluation, de mentorat et d'incubation. Je suis sûr que la jeunesse béninoise n'est pas une jeunesse paresseuse. Elle est une jeunesse dévouée, elle veut qu'on lui donne sa chance, elle veut qu'on lui donne ses opportunités. Et elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir certainement, comme vous le dites, mais il faut aussi, vous avez parlé de la réforme de l'administration territoriale des communes. Aujourd'hui, il y a cette réforme-là qui est en cours, les secrétaires exécutifs qui gouvernent l'administration des mairies, et les maires aussi qui grincent les dents, qui réclament les budgets. Qu'est-ce que vous entendez faire concrètement pour que l'administration communale soit bien gérée? D'abord, je veux doter nos communes d'un fonds souverain communal. Et je veux faire le transfert de toutes les compétences vers les communes. Je respecte la réforme actuelle, mais je pense que nous voyons tous que la réforme actuelle pose quelques problèmes. Lesquels? Mais vous le voyez comme moi. Mais vous êtes journaliste. Il y a des difficultés dans la gestion de nos communes et de nos municipalités. Parce qu'il y a parfois des conflits d'attribution ou de chevauchement d'attribution entre les SE, entre les maires, le conseil communal, et ainsi de suite. Nous allons corriger cela. Nous allons corriger cela à travers le transfert des compétences. Nous allons réajuster le rôle des SE et nous allons permettre aux maires aussi d'être ordonnateurs de certaines dépenses. Non seulement ordonnateurs, mais d'avoir la possibilité de faire agir le SE directement sur certaines dépenses. Parce que nos territoires, le maire est le premier représentant de la République des territoires. Et on ne peut pas déposséder, c'est comme si vous dépossédez le président de la République de sa capacité à dire « je veux » que cette dépense soit effectuée. Cela passe aussi
par l'élection directe du maire au suffrage universel. Je réformerai pour que le maire soit élu au suffrage universel. Il ne s'agira plus d'élus des conseillers, et ensuite que ce soit les partis qui désignent le maire, ou que ce soit les conseillers qui s'assemblent pour désigner le maire. Déjà, on sait au départ qui sera maire. Et il fait campagne pour être maire. Et quand il fait... Parce que, c'est quoi la maturité de notre peuple? Si nous élisons des gens, et après on les empêche d'exercer, je peux comprendre que cette réforme, dans sa forme actuelle, soit intervenue parce qu'au fond, on sait que les maires ont été désignés par les partis politiques. Mais est-ce que vous ne risquez pas de créer de rébellion au sein des partis politiques quand les maires seront élus au suffrage universel? Non, pourquoi la rébellion? Voilà pourquoi j'ai proposé déjà... Mais le maire ne dépend plus directement de son parti, c'est que Ah non, mais c'est sa base qu'il a élue. Mais qui veut être maire pour 5 ans et ne plus être maire après? Mais sa base l'a élu parce que son parti l'a proposé d'abord. Oui. Si son parti ne le propose pas, sa base ne l'ira pas. Et le parti l'a proposé. Ça fait aussi partie des responsabilités des partis politiques sur le choix de ceux qu'ils proposent, sur le choix. Mais si vous proposez quelqu'un pour être maire d'une commune, c'est que vous connaissez son parcours, vous connaissez son intégrité, vous connaissez ses engagements, vous connaissez sa fidélité au parti. Si vous le proposez parce que vous espérez en tant que dirigeant qu'à la fin de chaque mois, il vous donne une enveloppe, vous ramasserez les conséquences. Voilà pourquoi j'ai parlé de plus de démocratie dans les partis politiques. Vous savez, c'est un ensemble de tout. Parce que nous voulons donner un rôle essentiel aux partis politiques, du moins, c'est ce que nous a montré ces 10 dernières années de gouvernance du président Patrice Talon. Et pour rester fidèle à cette gouvernance, nous devons réformer nos partis et à partir de nos partis, réformer nos institutions. Parce que le parti devient l'unité centrale de toutes les institutions désormais. Que ce soit dans la proposition des candidats, que ce soit dans l'animation des candidats, que ce soit dans leur formation, que ce soit dans les visions. Est-ce que vous imaginez qu'on envoie des gens qui sont maires des communes sans projet de société, sans vision? Le monsieur devient maire. Il ne gérera que l'essentiel. Il ne gérera que ce qui est au bout de son nez. C'est justement pour ça qu'il faut des SE pour gérer l'administration et le maire s'occupe de la politique. Mais le maire s'occupe... Attention. Est-ce que vous pouvez dissocier l'administration de la vision politique? Voilà pourquoi j'ai toujours dit une chose. Vous concevez qu'on puisse faire de la politique sans vision? Vous concevez qu'on puisse faire de la politique sans idées? Sachant que ce sont les idées qui guident les victoires et qui guident les actes? Mais lorsque... C'est un problème lorsque on dit que le maire s'occupe de la politique. Alors que c'est le maire qui a été élu sur la base d'un projet de société communale qu'il propose à sa commune. Un projet bon, qui n'en a pas en réalité. Justement, mais est-ce que vous pensez que 65 ans après, et après les efforts de modernisation de ces 10 dernières années, pensez-vous qu'il serait judicieux de continuer à gérer notre pays comme ça? Si au sommet, nous avons une vision qui dirige le gouvernement, qui dirige le pays, pourquoi ne voudrez-vous pas que dans les communes, il y ait aussi des visions qui dirigent nos communes? Peut-être que la mairie est un appendice de l'État central, donc, mais en œuvre aussi la vision qui vient du chef de l'État. Attention, les mairies sont les premiers instruments d'action directe de nos populations. Et on ne peut pas continuer de penser que le rôle des populations, que leur participation à la décentralisation, à la citoyenneté, à la gouvernance locale puisse être minimisée. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin, nous allons évoluer rapidement. Vous allez parler de la création d'une école fondamentale républicaine. De quoi cela retourne-t-il? Je veux réformer l'école béninoise. C'est vrai qu'il y a eu de très bonnes performances ces dernières années, mais je veux réformer l'école béninoise afin qu'elle revienne aux fondamentaux. L'histoire de notre pays, la géographie, lit, compter, écrit. Et à cela, je veux associer l'école des métiers. Parce que l'une des causes du chômage dans notre pays, c'est toujours l'inadéquation formation-emploi. Et je pense que plus tôt nous commencerons à l'école, plus tôt nous allons habituer nos enfants à se former tout au long d'une vie et à chercher un métier. Vous savez, nous sommes dans un 21e siècle. Et malheureusement, nos États africains continuent de former pour le chômage. Et ça commence dès le bas âge. Il faut former aujourd'hui en tenant compte des réalités de notre monde et des réalités de notre société. Nous voulons transformer notre société. Voilà pourquoi je veux que l'école soit au cœur, que ce soit une école républicaine. Mais ce n'est pas seulement l'école. Je parle des enseignements techniques que je veux aujourd'hui arrimer à l'école.
arriver à l'école et les mettre au niveau des communes. Je veux les mettre sous les responsabilités des maires. Parce que nos communes ont de potentiel énorme de développement, que ce soit agricole et industriel, ou même de la main-d'œuvre locale. Je veux que nos formations professionnelles, nos écoles, puissent se mettre, au-delà de l'enseignement national, puissent se mettre à la disposition de leurs communes. Voilà pourquoi je parle d'un fonds souverain communal et de réformer la décentralisation, désormais pour que cette décentralisation puisse mettre en exergue toutes les potentialités de chaque commune et les mettre à la disposition non seulement des écoles, des enseignements professionnels et de la formation. Mais je vais plus loin. Je parle de l'université. Parce que ma vision, pas de l'enseignement de base, maternelle et primaire, vient dans les collèges et va dans les enseignements techniques et va à l'université. Il est temps que nos universités deviennent autonomes. Je veux une université autonome. Je veux une université ouverte sur le monde. Je veux une université de progrès. Je veux une université dans laquelle les entreprises vont venir s'installer et recruter directement. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous n'encouragerons ni les recherches scientifiques et nous n'encouragerons ni le recrutement de nos étudiants. Combien sortent? Et je veux aussi empêcher que nos enfants quittent l'école avant l'âge de 16 ans. L'école sera obligatoire en République du Bénin, quand je suis président, jusqu'à l'âge de 16 ans. Une école obligatoire. Les réformes, c'est aussi les moyens, quand vous voulez prioriser l'histoire béninoise, la culture béninoise, au détriment de la culture étrangère, de l'histoire étrangère, mais quel investisseur étranger va venir investir dans l'éducation pour que les écoles puissent fonctionner? Vous avez aussi parlé de l'école technique, parce que Talon a annoncé 30 lycées techniques, mais le lundi passé, il regrettait devant les jeunes de n'avoir pas pu concrétiser cette vision. Quels sont les leviers sur lesquels vous allez agir pour pouvoir concrétiser cette vision-là? Vous savez, d'abord, vous parlez des investisseurs étrangers. Nous sommes à l'aide de la mondialisation. Et à l'aide de la mondialisation, ce n'est pas seulement la redistribution des cartes militaires, économiques et financières à travers le monde. C'est avant tout une bataille de l'intelligence. Et en tant que bataille de l'intelligence, c'est une bataille de la culture. Mon frère, d'où vient la culture? Elle vient lorsque les us, les coutumes sortent de la nuit pour devenir spectacle, art, peinture, religion et ainsi de suite. Donc, la nécessité de nous replonger dans notre histoire, elle est très importante. Parce que c'est en étant unique, qu'on devient particulier et qu'on devient irremplaçable. Ce n'est pas en se fondant dans la masse. En même temps que notre pays reste ouvert à la mondialisation, en même temps nous devons avoir quelque chose d'unique. Et cette transmission doit commencer par l'école. L'école doit être le socle de la transmission. Alors, quand vous dites, où est-ce que vous financerez, d'où trouverez-vous les moyens pour financer? Ce que le président Patrice Talon n'a pas fait, nous le ferons. Parce qu'il a eu déjà le temps de poser le fondement jusqu'à un niveau. Nous commencerons par ce qu'il n'a pas fait. Les 30 lycées agricoles, nous les construirons. Nous les construirons parce que nous allons pouvoir mobiliser les moyens à travers les moyens internes. Les moyens internes, nous les mobilisons à travers la réduction des trains de vie de l'État, à travers la découverte de certaines niches fiscales. Nous réorganiserons de telle sorte que les ressources de l'État soient investies dans des secteurs productifs. Les lycées techniques agricoles sont des secteurs productifs. Ce n'est pas des dépenses en l'air, c'est un investissement. C'est un investissement de souveraineté, parce que c'est un investissement qui va permettre à des milliers de jeunes d'avoir un socle, d'avoir un emploi. Un jeune qui a un emploi, vous savez ce que ça fait pour le pays? Non seulement il est utile à lui-même, à sa famille, à sa communauté, mais à sa nation. Quand il a un emploi, il investit, il dépense, il crée, il aide. Et tout ça rentre à nouveau dans le circuit économique. Voilà pourquoi investir dans nos lycées, pour que nos jeunes puissent avoir une formation solide. Une formation, nos lycées qui sont désormais ancrés dans les réalités de nos communes. Une formation qui leur permettra de mettre rapidement en valeur les potentialités énormes qui se trouvent à l'intérieur de leur commune. Va créer un boom économique dans le pays à partir des communes. Les communes qui se cherchent depuis à atteindre un certain nombre de seuils par les mobilisations internes pourront le faire facilement. Vous savez,
jusqu'à maintenant, depuis 1990, tout dépend de l'État central. Et c'est le budget national que l'État central mobilise qui est réparti. Mais comment est-ce que les communes peuvent se lever si leurs potentialités économiques ne sont pas mises en valeur? Comment leurs potentialités économiques seront-elles mises en valeur s'il n'y a pas de la main-d'œuvre? Et comment y aura-t-il la main-d'œuvre si cette main-d'œuvre n'est pas formée? Et comment cette main-d'œuvre sera formée si l'enseignement technique n'est pas privilégié? Et si l'enseignement technique n'a pas emprise directe sur la décentralisation et sur les communes? Voilà le projet que nous proposons. D'accord, vous avez parlé aussi de la santé et de la protection sociale des Béninois. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de faire concrètement dans ce domaine-là? Quand on sait qu'il y a déjà des réformes dans le pays, il y a des catégories de Béninois qui ont des prises en charge. Je sais qu'il y a des réformes et je sais que le chef de l'État tient aussi au programme Arche. Je pense que ce que nous voulons faire dans ce domaine, c'est continuer ce que le président a fait, aller vers une couverture maladie universelle de façon progressive. On ne pourra pas réussir cette couverture maladie en 5 ans, mais nous pouvons atteindre un bond en avant si nous mettons le secteur privé à contribution. Et si nous ne le finançons pas un partenariat public-privé avec un accompagnement du secteur privé. Mais désormais, nous allons créer un fonds de solidarité pour que ce fonds de solidarité puisse prendre en charge les maladies chroniques et les maladies compliquées, telles que les dialysés, telles que la drépanocytose, les maladies qui nécessitent que nos concitoyens dépensent beaucoup d'argent et ils sont à bout. Nous doterons ce fonds d'une trentaine de milliards de francs CFA. Nous l'avons chiffré. Est-ce que l'État n'a les moyens? C'est pour ça que je ne parle de fonds de solidarité. Nous le prélèverons sur des endroits bien précis qui existent, des niches fiscales. Avec mon équipe qui s'occupe de notre projet sur le plan économique, nous sommes en train de travailler à identifier les niches fiscales. Forcément, nous réduirons le train de vie de l'État. Forcément. Et sur les niches fiscales, ce projet est pensé, chiffré, sur le quinquennat. Nous pourrons mobiliser, je vous le dis, sans difficulté, environ 30 milliards de francs à mettre comme fonds de solidarité pour accompagner les dialysés, ceux qui ont des maladies compliquées, la drépanocytose, un certain nombre de choses. Parce que il faudrait qu'en République du Bénin, plus aucun Béninois ne meure parce qu'il n'a pas les moyens pour se soigner. La diaspora béninoise vous intéresse aussi dans votre projet. Vous avez parlé de doctrine béninoise de politique étrangère. Oui. Alors, de quoi cela retourne-t-il? Écoutez, nous sommes l'un des rares pays, malheureusement, qui jusqu'à présent n'utilise pas sa diaspora à 100% de sa capacité. La diaspora constitue un pilier de notre projet de développement. Elle n'aura pas seulement un regard extérieur, mais elle sera mobilisée, consultée. Et d'abord, au niveau du Sénat, quand nous parlons d'une assemblée, d'un parlement bicaméral, la diaspora sera représentée. Il y aura un ministère spécialement dédié à la diaspora, qui aura pour rôle de permettre à la diaspora d'investir, de participer au développement, de participer à la mobilisation. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la mobilisation d'un fonds souverain pour les communes. Je parlais, par exemple, de la mobilisation d'un fonds de solidarité pour la santé de nos compatriotes. Tout ça se fera avec la diaspora. Parce que la diaspora béninoise, elle est diverse, elle est disponible, elle a des compétences, elle veut contribuer et nous allons la faire contribuer. Monsieur Khonou, vous avez déposé votre dossier de candidature au niveau de votre parti. Alors aujourd'hui, sur quoi comptez-vous pour que votre parti puisse porter votre candidature au détriment des autres, certainement, candidats qui vont déposer le dossier bientôt? D'abord, je compte sur ma loyauté et ma fidélité au parti. Vous savez, depuis 3 ans, je suis au parti. Je défends le parti. Je n'ai jamais refusé de défendre le parti, quel que soit, même sur les sujets les plus difficiles. Je suis toujours au front. J'ai été porte-parole du parti aux élections législatives passées. J'ai défendu les valeurs et les idées du parti. Chaque fois que le parti a eu besoin de moi, j'étais là. Donc, j'ai toujours été pour le parti. J'ai toujours défendu les idées, les valeurs du parti. J'ai toujours porté le parti. Maintenant, je suis candidat à une élection présidentielle. Je ne suis pas candidat à l'élection législative ou à une élection communale. Donc, je ne fais de l'ombre à aucun baron.
Je suis candidat à une élection présidentielle, c'est-à-dire que je veux rassembler. Ma capacité à discuter avec les Béninois, à discuter avec ceux de ma génération, qui aujourd'hui, associés à ceux qui ont moins de 25 ans, font pratiquement 75% de notre population. J'ai cette capacité à parler avec eux. J'ai cette capacité à rassembler au-delà du bloc républicain, au-delà de la mouvance présidentielle, et j'ai cette capacité à rassembler dans toutes les formations politiques. Parce que je suis jeune, parce que je connais le langage de la jeunesse, parce que je connais sa situation. Vous savez, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été député. Je ne suis pas au-dessus des jeunes. Je connais leurs problèmes. Je vis avec eux. Avec moi, nous sommes à tu et à toi. Ils savent que ma candidature est une chance pour notre pays et une chance pour la jeunesse. Mais mieux que ça, je propose à mon parti un projet structurant, cohérent, qui s'enchaîne dans la vision du chef de l'État, qui prend ses 10 ans comme un socle, un projet chiffré, un projet qui rassemble, un projet qui porte l'espérance d'un nouveau cycle pour notre pays. Alors oui, je pense que le bloc républicain gagnerait à faire de moi son porte-flambeau, parce que mieux que quiconque, je porte les valeurs de notre parti. J'ai une histoire, j'ai un parcours. Vous avez écrit au chef de l'État pour lui parler de votre candidature. Est-ce que vous avez répondu? Quelle est sa posture? Je n'ai pas écrit au chef de l'État pour qu'il puisse me répondre. J'ai écrit au chef de l'État pour l'informer de ce que, en tant que citoyen, je viens lui dire la décision que j'ai prise. Pour l'informer de ce que, en tant que membre de la majorité présidentielle, lui étant le chef suprême de cette majorité, je viens lui dire ce que je pense faire. Et surtout pour lui dire que, quelle que soit l'issue, que sa gouvernance m'engage, que ses résultats m'engagent, quelle que soit l'issue. Et donc, la réponse du chef de l'État, je l'ai eue, de toutes les manières. Et on avance. Nous sommes au terme de cette émission. Déjà? Oui, un dernier mot pour clore cet entretien. Oui, je voudrais dire à la jeunesse béninoise, l'espoir est permis. Nous avons une chance de changer les choses. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de je suis opposant, je suis mouvancier. Il faut se rassembler. Nous sommes à la fin d'un cycle et il faut un nouveau souffle pour notre pays. Il faut le souffle de la jeunesse. Et ce souffle-là, c'est ensemble que nous allons le porter. Cet élan, moi je ne suis que le porte-flambeau. C'est vous qui êtes l'espérance. Donnons une chance à notre pays ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Konou, d'être venu sur ce plateau. Nous avons parlé essentiellement de son projet de société au cas où son parti le portait candidat à la présidentielle d'avril 2026. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.